If I can explain to you by words, in this case, why do I have to shoot? It's much cheaper to tell you than shoot. Et bienvenue dans un nouvel épisode hors série de Ce n'est que du cinéma. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Thomas Sulmon, qui est donc belge, je rappelle, traducteur, et qui s'est immigré en Hongrie pour aller traduire du hongrois majoritairement. Tu es traducteur de formation. Bonjour Thomas, comment ça va ? Bonjour Martin, ça va super, merci. Ça va bien. Donc raconte-nous un petit peu cette histoire de traduction de textes hongrois. Et vous allez voir que c'est un lien évidemment avec notre film Satan Tango, film hongrois de 7h30. Vous êtes prévenu tout de suite. Oui, effectivement, en fait je me suis j'ai émigré en Hongrie, c'était en 2019, parce que j'ai été complètement subjugué par ce pays, mais surtout par cette langue. C'était vraiment par curiosité linguistique. Et de fil en aiguille, je suis resté 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai appris le hongrois à un institut de langue qui s'appelle l'Institut Balassi, l'équivalent de l'Institut français là-bas. Et puis finalement, je ne suis jamais parti. Ben voilà. C'est ça, et alors du coup, vous connaissez pour les auditeurs, auditrices les plus fidèles de ce podcast que chaque année, il revient évidemment au moment des fêtes un petit peu pour passer du temps en famille, et puis il revient avec sa besace pleine de surprises, et l'idée c'est évidemment qu'il nous amène un cinéma tout à fait inconnu par nos contrées belges, des cinémas russes. On avait fait un film Soleil trompeur, on avait fait, c'est vrai qu'on avait fait pas Nosferatu, on avait fait de Northman, ça c'était un peu plus classique, mais quand même dans des thématiques un petit peu viking. Après on avait, tu nous avais amené aussi The Apartment. Oui, tu nous avais apporté The Apartment, The Garçonnière. Ça, c'était de l'autre côté de l'océan. Oui. C'était. Et là, tu viens dans ta besace avec un film hongrois, très très connu pour notamment le fait qu'il fait 7h30, enfin 7h19 pour être très précis, mais surtout adapté d'un roman qui avait été très connu et dont l'auteur vient d'avoir le prix Nobel de littérature. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Tout à fait. Alors l'auteur, c'est László Krasznahorkai. C'est un auteur vraiment atypique. En fait, il a été récompensé par le jury du prix Nobel qui a dit ceci. Krasznahorkai est récompensé pour son œuvre visionnaire et fascinante qui, au cœur d'une terreur apocalyptique, réaffirme le pouvoir de l'art. Et je pense qu'ils ont bien résumé son œuvre parce que, en fait, Krasznahorkai, il n'avait vraiment pas pour dessein de devenir écrivain. C'est un homme de petite extraction et il a fait vraiment plusieurs boulots sous l'ère communiste. Par exemple, il a travaillé dans une mine, il était directeur d'une maison de la culture et surtout, il était gardien de nuit dans une laiterie industrielle. Et c'est là qu'il a commencé à vouloir écrire ses impressions. Il vient de Gyula, qui est une toute petite ville à l'est de la Hongrie, qui est une partie un petit peu plus négligée, on va dire, un peu plus pauvre. Et c'est là qu'il est entré en contact avec plein de caractères hors du commun qu'il a voulu coucher sur le papier. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé dans l'écriture. Mais voilà, c'est un peu vraiment un personnage atypique. Il était déjà pressenti pour le Nobel il y a 2-3 ans, mais enfin, il a été récompensé pour son travail. Et tu me disais hors micro que Satan Tango, c'est un de ses premiers romans, ou c'est son premier roman vraiment de cette taille-là complète C'est son premier roman de cette envergure et qui lui a valu un petit peu de notoriété. Et le roman a été publié en 85. C'est à 85, oui. Mais le film, ça ne vous a pas échappé, sorti en 94. Pourquoi y a-t-il eu 9 ans entre les deux et quelle est l'histoire un peu de la rencontre avec le réalisateur du coup, parce qu'on ne l'a pas dit, mais donc ce film est réalisé par Bélatar et aussi coécrit, il faut le dire, par Agnès Hranitzky, qui l'a aidé aussi beaucoup à la mise en format cinéma de ce roman, qui à la base ne demandait pas de faire forcément 7h30, on va en reparler un petit peu après, mais donc la rencontre entre les deux hommes, et comment ça s'est fait ? Alors en fait, c'est Bélatar qui a commencé par lire le bouquin et qui est tombé fou amoureux de la trame et du sujet du livre. Parce qu'il faut savoir qu'entre ces deux personnages, qui ont à peu près le même âge d'ailleurs, il y a vraiment un intérêt commun pour les parias, les déclassés, les gens qui ne se sentent pas vraiment chez eux dans cette société. Et il faut savoir que Bélatar, il aurait bien voulu faire des études de cinéma, mais à l'époque, il était assez mal vu par le régime communiste, je pense, à cause de ses premiers films qui ne leur plaisaient pas trop. Du coup, il
il a travaillé dans si je me souviens bien, une usine de batellerie à Obouda, c'est pas loin de mon appartement d'ailleurs, et avec une caméra amateur, il a commencé à faire des petits films sur les ouvriers qui l'entouraient, donc vraiment pour documenter presque cette vie des travailleurs, des ouvriers, dont on ne parle pas souvent, et en fait, ils avaient exactement ce même amour pour les gens de petite extraction. Et donc, quand Bellatar a lu ce livre, il a voulu en faire un film, mais le temps de rassembler les moyens, parce que c'était vraiment... ils n'ont pas eu de gros moyens pour ce film. Ça a pris 5 ans. Le tournage a pris à peu près 2 ans, si je me souviens bien, et le montage a pris 2 ans aussi. Donc voilà, tu as ton explication. Non, et alors ça va être le moment de vous raconter le petit pitch. Je vais vous lire ce que nous révèle Allociné, puis tu vas me dire un petit peu si ça en dit assez, et puis tu pourras commenter dessus. Donc le petit pitch de ce film: dans un village perdu au cœur de la plaine hongroise, les habitants luttent quotidiennement contre le vent et l'incessante pluie automnale. Dans la ferme collective, démantelée et livrée à l'abandon, les complots vont bon train lorsqu'une rumeur annonce le retour de 2 hommes qui étaient passés pour morts. Bouleversés par cette nouvelle, certains habitants y voient l'arrivée d'un messie, d'autres plutôt celle de Satan. Voilà, ce qui permet de lier un petit peu avec le personnage, enfin le titre Satan, qui est quand même le tango de Satan un petit peu. Ce qui est bien, parce que le hongrois, on sait que c'est une langue qui est très loin un petit peu de toutes les racines dont on a un petit peu l'habitude en Europe. Donc là, le fait de nommer ça Satan Tango, ça permet à peu près à tout le monde de comprendre à peu près de quoi ça parle. Oui. Donc ça, c'était pas mal. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce petit pitch et comment toi, tu poserais le cadre de ce film? Écoute, c'est assez général, mais je pense que c'est très subjectif parce que dans les livres de Krasznahorkai, il y a toujours cet aspect de personnages principaux un peu loufoques, qui sont pas à leur place et surtout qui sont dans une quête de rédemption, de transcendance ou même d'une quête de Dieu. Et ici, on a cette communauté, ce petit village. En fait, c'était tous des travailleurs dans cette ferme coopérative, une espèce de kolkhoz à la hongroise de l'époque communiste, qui un jour a fermé. Et ces gens ne peuvent pas tourner la page. Ils restent là, ils sont prostrés, ils ne peuvent pas imaginer l'avenir ailleurs. Et du coup, comment ils gagnent leur vie alors encore? Parce qu'ils sont payés quelque chose. On dit ça, c'est l'argent, ça représente l'année de travail. Voilà, exactement. Ils sont encore rémunérés alors? Pas du tout, mais c'est grâce à ces vaches qu'on voit au début du film qui errent. En fait, c'est leur seul revenu. C'est pour ça. Moi, par exemple, j'ai lu le livre quasi en même temps que je visionnais le film, et il y a certains éléments qui viennent compléter le film, et notamment l'importance de ces vaches, parce que sans elles, ils seraient à la rue, quoi. Oui, c'est vrai que le film ne le montre pas. Il fait 7h30, mais il ne montre pas une seule scène de traite ou de lait ou de quoi que ce soit. C'est vrai qu'il n'y a pas... Ouais. Et c'est aussi une petite métaphore. En fait, le film s'ouvre sur ces vaches sans surveillance. Métaphore évidemment du village qui est un peu comme un poulet sans tête. Ils essayent... Voilà, en fait... On dirait c'est un endroit où le temps n'a plus prise. C'est-à-dire, il y a tout qui tombe en ruine, mais dans certaines scènes, par exemple la scène des araignées, je ne sais pas si tu as compris, en fait dans le... Il y a 2 chapitres qui portent le nom de l'araignée, il y a une partie 1 et une partie 2. Ouais. Oui, en fait dans ce kochma, donc le troquet du coin, on va dire, il y a des araignées qui tissent leur toile. Le seul problème, c'est que personne ne les a jamais aperçus. Donc, en fait, c'est comme si le temps était ralenti ou accéléré, on ne sait pas trop. Voilà, c'est comme un vide, un vacuum, tu vois, où le temps aspire tout, et surtout, ces gens se laissent faire. Voilà, c'est la force de l'inertie. Ils n'ont pas la force de sortir de là, et ils attendent une seule chose: quelqu'un qui résolve tous leurs problèmes. Et une espèce de figure de Messie incarnée dans le livre et le film par ce personnage de Irimias qui, en français, je ne sais pas si tu le savais, donne le prénom Jérémie. Ah oui. Jeremiah. Jeremiah. Le prophète Jérémie, bien sûr.
qui est super bien interprété. Tous les acteurs jouent très 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 bien. Et puis de toute façon, moi ça me terrorise un petit peu. On l'a pas dit, mais donc le film, au niveau de sa structure, comme il fait 7h30, enfin 7h19, il est divisé en 12 chapitres, plus ou moins tous de taille équivalente. Il y avait des interludes qui étaient prévus, une intermission qui était prévue, même 2 je pense dans le film, pour ceux qui, dans les salles de cinéma, pour le diffuser en 3 parties. J'ai vu à plusieurs endroits, il avait été programmé soit en un seul coup, mais du coup ça te bloque ta salle de cinéma toute la journée, soit en 3 parties. Et ces chapitres sont pas forcément linéaires, comme tu dis, le temps est un petit peu mélangé. Il y a des chapitres qui sont directement la suite du précédent, t'en as qui sont juste un point de perspective différent, un angle différent d'une même scène, mais vécu par d'autres personnages avec un autre point de vue. Mais c'est vrai qu'au début c'est déroutant, les 3 premiers actes, les personnages n'ont pas l'air d'être en commun, et puis on voit des visages réapparaître, mais il faut quand même suivre. Moi je prenais un peu des notes des personnages pour savoir un petit peu tout. C'est un peu un rappel au titre en fait, Tango de Satan. Il y a évidemment cette fameuse scène qui chapeaute un peu tout le reste, c'est le point culminant. En fait, c'est cette scène où tous les habitants du village sont dans le troquet et commencent à danser en attendant la venue du Messie, le fameux Irimiage. On l'a vu sur la route, il va arriver. Donc évidemment, tous leurs espoirs arrivent au summum et ils commencent à danser, à s'enivrer, etc. Le tango de Satan. Mais dans la structure du film, il y a aussi cet aspect de tango. Je ne sais pas si tu as vu, oui, si parce tu as que remarqué. C'est 6 pas en avant, 6 pas en arrière, Voilà. avec les 12 chapitres. Exactement, et on change de point de vue. Ça, c'est vraiment une gageure du point de vue cinématographique, c'est de filmer la même scène avec une caméra différente, donc il faut vraiment chronométrer. Parfois, il y a des petits faux raccords, si on met les 2 scènes côte à côte. Oui, les dialogues n'apparaissent pas au même moment, exactement. Exactement, mais voilà, c'est un peu... Il y a des rappels, des va-et-vient, et jusqu'à la fin où on a cette scène de fin avec... je ne sais pas si on va faire un spoil, mais... Il n'y a pas vraiment d'histoire en particulier. Enfin, d'ailleurs, le réalisateur le dit, c'est moins... Enfin, il y a une histoire, il y a un script, effectivement, mais c'est pas la partie principale du film. Je trouve ça énigmatiquement intéressant de le dire comme ça. Oui, c'est sûr. Et en fait, le scénario suit très très bien le livre. Donc en fait, pour être tout à fait honnête, moi je l'ai vu il y a quelques jours pour la première fois, mais j'avais lu le livre, je pense il y a 6 ans, quelque chose comme ça, et j'avais vraiment adoré le livre. Et en sachant que le film suivait cette même trame, je me disais... Il peut pas trop se planter niveau scénario parce que le livre est un bijou. Franchement, je vous le recommande. Surtout qu'il est traduit en français par Joël Dufeuilly, qui est vraiment, enfin voilà, moi en tant que traducteur, c'est vraiment mon role model, on va dire. Ça a été ta promotrice en plus de traduction. Exactement, ma promotrice de mémoire quand j'avais étudié la traduction littéraire, et c'était vraiment, mais chacun de ses feedbacks, chacun de ses commentaires, c'était de Laurent Barre, quoi. C'était vraiment, voilà, c'est une grande dame, on va le dire comme ça. Donc c'est du pur plaisir de relire ce bijou. Et alors, donc le film fait donc à nouveau 7h19 et il y a seulement, faites le calcul rapidement, 150 de plans. Donc ça fait en moyenne 3 minutes par plan. Tu me disais hors micro que la même année sort Tarantino Pulp Fiction et que le plan fait en moyenne 2 secondes et demie. Donc tellement ça coupe, champ contre champ. Et d'ailleurs, il n'y a aucun champ contre champ pour les auditeurs auditrices qui ne savent même pas de ce que c'est. C'est quand vous avez un dialogue, vous filmez un personnage et puis clac, deuxième personnage. Et chaque fois que vous filmez, vous changez le point de vue. Il y en a très très peu. Il y en a surtout un. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est la scène avec le policier. Le capitaine. Ouais. Le capitaine, qui, lui, justement, incarne l'ordre, incarne la norme. Et donc, je pense que ce n'est pas un hasard. Que les codes du cinéma soient dans l'ordre à ce moment-là. Exactement. C'est super. Et je pense que c'est une de ses réparties au capitaine. C'est vraiment, comment ça, vous ne travaillez pas, c'est pas possible, machin. Ou vraiment, l'ordre, c'est l'ordre, la loi, c'est la loi. Et... Au début, on pourrait penser que Bélatar va verser dans cet aspect normatif. Eh bien, pas du tout. Il fait ce qui lui plaît, notre petit Bélatar. Il fait son petit bonhomme de chemin. Il nous laisse languir. On peut utiliser ce mot, je pense. Et on a des plans qui durent parfois plus de 10 minutes. Donc, il faut être prêt avant de le voir. Mais ce qui est bien avec... en fait, ce qui est très osé, très audacieux de sa part, c'est que... J'ai presque envie de dire que le temps est au centre de ce film. C'est comme le personnage principal. Parce que au fur et à mesure des scènes qui n'en finissent plus parfois, eh bien, l'aspect à la réalité change. Tu vois, parfois, on a vraiment l'impression d'être dans le film, étant donné que l'action à l'écran évolue au même rythme que dans la réalité. Oui, et le temps est...
y a une référence au temps aussi qui est quasi omniprésente dans le film. Dans une des toutes premières scènes, ils attendent dans un couloir d'administration, justement pour rencontrer le capitaine. Et il y a 2 horloges qui n'ont pas le même temps, ce qui est intéressant aussi comme symbole. Et puis, tu as Jeremiah qui détecte en disant mais celle-là, elle n'est pas à l'heure, celle-là va trop vite, celle-là pas assez rapidement. En fait, à la limite, on s'en fiche. C'est juste qu'on voit bien qu'on est dans une espèce de faille spatio-temporelle un petit peu où les horloges même ne savent plus quel temps afficher. Il y a une autre scène aussi où souvent le rythme, la répétition du rythme, tac 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 tac, ce qui est en fait un peu aussi symbolisé par cette pluie qui tombe incessante, qui est un petit peu ces gouttes de secondes qui s'écoulent comme le temps qui s'écoule dans un sablier géant qui serait cette ferme. Et c'est assez c'est plusieurs fois référencé quoi, donc le temps. Moi c'est quelque chose qui m'a vraiment touché parce que tous les thèmes se mélangent. Il y a un moment donné, il y a plusieurs dialogues, il y a des pépites de dialogue au milieu du film et on s'y attend pas. C'est un film un petit peu philosophique, hein, on peut vraiment le dire, une espèce de philosophie un peu pessimiste évidemment, nihiliste, mais il y a la pluie. À un moment donné, il y a un monologue dans le bar où le gars dit mais il y a la pluie extérieure tout le temps, quel temps de cochon. Mais on parle jamais de ma pluie intérieure, de la pluie intérieure qui nous ronge les organes tous. Évidemment, un verre de rouge, ça pourrait pas faire de mal, enfin un verre de vin pourrait pas faire de mal, mais cette pluie intérieure, et moi je suis trempé. Il dit ça. Et moi je suis trempé. À l'intérieur, il veut dire. Tu vois. Oui. Et ça a l'air de rien cette phrase, hein, mais c'est vraiment ça. Tu sens ce communisme aussi qui faisait dépérir les hommes, mais d'ennui et de torpeur et de langueur et de désespoir, une forme de désespoir et d'engourdissement en fait, avec plus aucune volonté de pratiquement quoi que ce soit. Et c'est vraiment ça que j'ai noté, quoi. C'est ça, c'est une espèce de désespoir endormi qu'on ressent tout au long du film et qui est un petit peu hypnotisant. Et même l'alcool, évidemment, est omniprésent. Ça boit de la palinka à tour de bras, mais c'est un alcool qui n'est certainement pas gai, mais qui est un petit peu comme une échappée. Comme une tentative de s'échapper, mais dans une impasse de tristesse de toute façon. Il n'y a rien. L'alcool permet même pas d'atteindre autre chose d'un peu chouette, ou même une franche tristesse passionnée, mais il n'y a pas ça. Tous les sentiments sont neutralisés comme ça, tu vois, sont complètement étouffés dans quelque chose de juste désarmant d'ennui. Oui, voilà. C'est ça. Tous les personnages sont dans cette espèce d'état cotonneux où tous les torpeur. Voilà, cette torpeur. Et c'est marrant. Je voulais justement parler de ce monologue parce que ça vient du personnage de Halitch qui, on le voit surtout dans le livre, est vraiment le poivreau de service et qui parfois lâche des petites perles. Comme ça. Et c'est ça qui... Comme tout bon poivreau. Comme tout bon poivreau, on peut le dire. De temps en temps, il y a des pépites. Mais c'est ça aussi l'essence des personnages de Krasna-Horkai et indirectement de Bellatar, c'est que ces personnages, ils sont truffés de défauts, tout le monde veut sa passe avec la mère Schmidt, tu vois, la seule femme un peu potable, peu, on va dire ça comme ça, du village, mignonne, qui est mariée d'ailleurs. Qui a des amants partout en plus. Voilà, et son mari ferme les yeux, etc. Il y a l'alcool qui est omniprésent, vraiment, ils n'arrêtent pas de se prendre la tête. D'ailleurs, elle est jouée par Eva Almasy Albert, voilà, je te le donne. Très bien. Je me posais justement la question. De mémoire, oui. Mais tous ces personnages, malgré leurs défauts, ils dégagent une tendresse et surtout une humanité incroyable jusqu'à la fin du film. Ouais, non, vraiment. Et alors, en me posant quand même la question, parce qu'évidemment, toi, quand t'es arrivé dans ta besace avec ce film, je me suis dit, oh là là, mais moi, comment dire, on ne m'y reprendra plus de dire écoute, tu fais ce que tu veux, tu m'amènes ce que tu veux, je dis oui à tout. Parce que j'avais déjà dit oui, et puis tu me dis bon, il fait 7h30, et j'étais déjà engagé, donc forcément, je ne peux pas revenir en arrière. Non, c'est pour la boutade. Et donc, quand j'ai regardé ce film, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire ? Il y a énormément de choses à dire, mais je me suis surtout. Ce qui m'a vraiment le plus plu en tant que cinéphile, cette année, je n'ai pas encore fait le compte de combien de films j'ai vu, mais sûrement 300, 350. Donc comment tu fais pour intégrer ce genre de film là-dedans ? Et ce film m'a bouleversé vraiment. Pourquoi ? Parce que en fait, comment tu fais pour casser les codes du cinéma le plus possible tout en faisant en sorte que ça reste du cinéma. T'as pas 36 options en fait en réalité. Il y a plein d'options de cinéma évidemment pour casser les codes, mais c'est pas illimité les choses que tu peux faire que ça s'appelle toujours du cinéma à l'après. Il y a une chose que tu peux faire, c'est casser le temps. Et c'est ce qu'il fait. Donc il fait un film de 7h30. C'est quand même pas du tout commun. Donc il va casser ce temps pour, d'un côté, pouvoir développer toute une série de choses, mais le roman ne l'appelait pas forcément, mais ça permet vraiment de presque vivre en temps réel ce que eux vivent en même temps, même si en réalité, décrire la vie de n'importe quel humain, d'ailleurs, dans tous les films, on se rend pas compte à quel point c'est un tour de magie prodigieux d'arriver à faire en 2 heures
une histoire complète avec un arc narratif. Enfin, c'est extrêmement résumé, c'est beaucoup trop rapide. Vous imaginez, 2 heures, c'est rien dans une journée. Et il y a des films qui font ça tous les jours, quoi. Et celui-là, 7 heures, c'est une tentative de quand même faire 4 fois plus, 3 fois plus, et de donner une sensation de temps qui ralentit pour pouvoir vraiment se plonger dans des dimensions plus profondes de la compréhension des personnages. Mais il fait un autre truc aussi, il casse les cadres. Complètement, le cadre cinématographique est cassé, à part la scène chant contre chant qui est très au niveau de l'ordre, et je trouve que l'analyse est super bonne de pourquoi il reprend des codes très classiques du cinéma le seul moment de l'ordre dans le film. Il y a des scènes où en fait la caméra ne bouge pas, et donc il y a des choses qui se passent hors champ. Si le personnage se lève pour aller chercher à boire, on entend la bouteille, on entend même les dialogues, il continue, c'est comme si la caméra avait oublié de l'accompagner. Normalement, dans le cinéma, la caméra suivrait le personnage ou prendrait un plan plus large pour pouvoir tout voir. Non. Et ça pose pas de problème, on comprend ce qui se passe au son, tout d'un coup, le son est notre seule source d'information. Et c'est un petit peu comme si vous étiez sur une scène de théâtre et vous vous forciez à ne regarder que dans le coin gauche de la scène. Et quand vous n'avez pas de chance et qu'il se passe rien là et qu'il se passe à d'autres endroits, vous ne voyez pas ce qui se passe. Et je trouve que ça, c'est aussi une autre façon de s'enfuir du truc. Il y a évidemment toutes ces techniques cinématographiques, très peu de champ contre champ, on en a parlé. Il y a en gros des zooms, des petits zooms comme ça, un petit peu comme comme nos iris qui se dilatent un petit peu, tu vois, médusés sur ce qu'on est en train de voir, mais il n'y a pas vraiment de mouvement de caméra rapide. Ça panote un petit peu, ça suit parfois en horizontal. C'est pas du tout porté à l'épaule, hein, donc c'est quand même chaque fois monté pour que ce soit stable. Donc il y a quelque chose de très... la caméra, elle est vraiment un observateur silencieux du film. Je trouve ça assez fascinant. Donc, il casse le temps, il casse le cadre, il casse la narration. Voilà, c'est ça la troisième chose. Il casse la narration complètement, on en a déjà un petit peu parlé. Ça, c'est très très fort, quoi. Oui, c'est sûr. Et ça demande de l'audace. Ça demandait de l'audace à l'époque, mais je pense que ça en demanderait encore plus aujourd'hui, avec la capacité de concentration moyenne qui ne fait que dégringoler. Est-ce qu'on pourrait voir un film comme ça aujourd'hui ? Si tu uploads ça sur TikTok, tu fais péter la plateforme, je pense. On est d'accord. Non, avec c'est seulement 150 plans, c'est juste hallucinant. C'est vrai que ça ouvre sur un plan de vache de 10 minutes. Effectivement, ça peut dérouter, quoi. Il faut rester accroché. Disons que le plus dur dans le film, c'est les 2 premières heures, quoi. Oui. C'est une phrase absolument dingue. Par contre, je trouve qu'effectivement, on est récompensé. Que les 2 dernières heures, vraiment, sont beaucoup plus captivantes. En fait, c'est même pas les 2 dernières heures, je dirais, c'est à partir du milieu. En fait, à la césure, quand tout d'un coup, il y a le chapitre 7 qui commence, qui, de mémoire, s'appelle Jérémia a un discours, a quelque chose à dire, quoi. Ouais. Voilà. Ou prend la parole. Et ça commence sur je veux pas spoiler, sur une scène qui réunit tout le monde, et lui qui va en profiter de cette tribune pour dérouler son plan, on va dire ça comme ça, sa proposition. Et à partir de là, ça devient assez fascinant. Je trouve qu'effectivement, le personnage de Jeremiah donne un petit peu de peps au film, quand même, il faut quand même le dire. Et que du coup, les 2-3 premiers actes sont un peu plus difficiles, je pense, à absorber. Il y a un acte, je crois que c'est le 5, enfin, c'est pas un acte, c'est un chapitre, le 5 avec le chat, qui est pas super agréable à regarder, mais qui est absolument hypnotique aussi. La petite fille, l'arc de la petite fille, et de ce chat, de cette Morora, etc. Et de son frère qui l'arnaque. Enfin, voilà, il y a tout plein de petites choses. C'est sûr. La fameuse scène du chat qui, d'ailleurs, a valu à certaines projections d'être annulée alors que Bellatar dit qu'aucun animal n'a souffert sur ce tournage, je m'en porte garant. Mais voilà, Après, il m'a fait rire Bellatar parce que je lisais les interviews sur ça. C'est genre, des fois, tu essaies de te défendre et ta défense est pire que si t'avais rien dit. Et en fait, donc il y a une scène où en fait, elle, dans l'actrice, la jeune fille, va se rouler avec son chat. Elle tient son chat un peu comme dans une lutte romaine. Elle tourne sur elle-même avec le chat, quoi. Et tu t'entends le chat qui, quand même, évidemment, c'est pas un faux chat, qui fait mais c'est vrai qu'il bronche pas beaucoup pour ce qu'on lui fait, ce chat. Et alors, beaucoup de gens de défense, de protection des animaux sont un peu genre maltraitance, et c'est long évidemment. T'as bien le temps de regarder ce qui se passe, et c'est vrai que c'est un petit peu gênant. En même temps, je me demandais, mais quel acteur ce chat, franchement, très très fort. Et alors, sa défense à Bellatar, c'est dire non, mais vous en faites pas, le chat, en fait, on l'entraînait à faire des roulis-boulis toute la journée, comme ça, sur scène, il avait l'habitude et il bronchait plus. T'es là, genre. Donc en fait, ta défense de tu as violenté pendant la scène le chat, c'est qu'en fait, tu l'as fait pendant toute la journée, pendant des semaines. C'est pas le pire qu'on lui ait fait. Genre, c'est ça, c'est qu'en fait en coulisses on l'a vraiment coaché. T'es là genre non, c'est une mauvaise défense. Je suis pas sûr que c'est-à-dire que le dire on t'accuse d'avoir fait 10 minutes, tu fais non mais pendant 24 heures je l'ai fait en fait. Non, mauvaise défense. Non mais bon, après voilà, c'est pas Oui. Mais bon, on peut dire que voilà, c'est au moins ça apporte quelque chose, parce que cette scène est importante pour le personnage de Eshtike qui en fait se fait brimer par tout le monde, mais elle prend ce chat en se disant au moins j'ai le contrôle sur quelqu'un. Voilà. Je suis plus grand, je suis plus fort que quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est ce chat.
Et elle va le lui prouver pendant cette scène. Ouais, Donc voilà, au moins ça apporte quelque chose, quoi. Donc attends, je relis les chapitres, tu me dis s'il y a des choses sur lesquelles tu veux réagir. Mais donc premier chapitre, l'arrivée, quoi, globalement. La deuxième, c'est résurrection. La troisième, c'est je sais quelque chose. Ça, je trouve ça intéressant. Le veilleur, le surveilleur. Ça, c'est très communiste, ça, le docteur, du coup. Le docteur, joué tout par à un fait. acteur allemand, en plus, si je me trompe pas. Ah, c'est bien possible. Je crois bien, très connu, et qui joue ce rôle de docteur. Ouais. Oui, Et dont le rôle, c'est de surveiller des pieds. Il le fait parce que tu penses qu'il est missionné par le gouvernement, ou parce qu'il le fait juste parce que c'est comme un vieux qui t'espionne à travers son rideau. Oui, on est à l'époque communiste où très peu de gens avaient la télévision dans les campagnes. Ouais. Et en fait, c'était ça qu'ils faisaient toute s'occupe la journée. comme ça, ouais. Et il note dans des carnets et tout. Oui. Je me suis demandé s'il était quand même un agent, ou il a été, ou... Non. Mais je pense pas, il fait ça pour son plaisir. Tout à fait, il espionne tout le monde. Et ça, c'est plus révélé dans le roman parce que c'est quelqu'un qui, voilà, il avait sa licence, il travaillait comme médecin. Et puis, quand la coopérative a fermé, il s'est dit, mais en fait, voilà, je vais rester là où je suis. Il se laisse... Il meurt vivant, en fait. Enfin, il se laisse dépérir. Et en fait, il met au point tout un système pour bouger le moins possible de la journée. Il met ses cahiers d'un côté, sa bouteille de palinka de l'autre, pour effectuer le moins de mouvements possible. Et la seule chose qu'il va faire, c'est lire des bouquins et observer ce que font les voisins. Et il y a vraiment une tendresse dans ce personnage parce que, en fait, il accepte son sort. Dans un sens, c'est le seul qui est lucide quelque part. C'est le seul qui est lucide, et il y a cette scène déchirante à la fin, on peut le dire, où voilà, il s'enterre littéralement vivant. Il met des planches contre. Il cloisonne sa maison. Il cloisonne sa maison. Il n'y a plus aucune lumière qui rentre, mais il continue à écrire. Et ça, je pense, c'est un beau message aussi. C'est voilà, dans la pire des noirceurs, dans les pires des ténèbres, l'écriture transcende un peu tout ça et laisse une trace. Ouais. C'est comme ça que je l'ai pris en tout cas. Et donc après on arrive donc au premier, le premier chapitre Spider, enfin araignée. Après on est sur Unraveling, ils avaient traduit en anglais, mais donc c'est l'acte du chat, voilà, c'est le petit chapitre chat. Après on est sur la deuxième araignée. J'ai préféré le deuxième, c'est la fameuse scène de danse et puis surtout avec les fils d'araignée sur la bouteille. Et je trouve que ce monologue là de la voix off est vraiment intéressant. Genre on n'a jamais vu les araignées et pourtant même entre ceux qui dorment morts sous se tissent entre leurs chaussures, même sur eux, les fils apparaissent trop rapidement presque. En général, une araignée, elle commence pas à faire sa toile à cet endroit-là. Enfin, si l'humain il est en train de bouger, tu fais pas une toile là normalement. Donc c'est assez intéressant sur ce que ça veut dire. Après, on arrive du coup dans le deuxième bloc des 6 chapitres. Donc on l'a dit avec Jeremiah qui fait son speech. Et puis là va arriver j'ai l'impression le film dans le film, quoi. Vraiment le plot vraiment commence à se mettre en place. Et puis on a à nouveau perspective vue de l'avant et perspective vue de l'arrière. Ça va être 2 chapitres qui vont se répondre. Après on a est-ce que c'est le paradis, est-ce que c'est des cauchemars ou des hallucinations, ça dépend un peu de la traduction. Je sais pas comment tu traduis le mot Lazal Modni. C'est rêve éveillé, je pense. Voilà, donc certains traduisaient cauchemar et certains traduisent hallucination. Je trouve ça aussi intéressant. Il faudrait à nouveau, au niveau linguistique, moi je connais pas assez bien la langue, mais ce serait vraiment trop chouette de pouvoir réfléchir aussi sur les bonnes traductions de tout ça. Après, on a à nouveau donc la perspective vue de l'arrière, et puis on a après juste des soucis et du travail. Ça, c'est l'avant-dernier acte. Et puis, la fin du cercle. Ça, c'est le cercle aussi, ce mot qui est utilisé pour le dernier chapitre. Kir, c'est ça? Cœur, ouais. Bézaroul, voilà. Prononciation pas du tout correcte en hongroise, mais très bien, t'as compris. Et donc voilà, est-ce qu'il y a un de ces chapitres qui t'évoque quelque chose? Écoute, est-ce que tu crois que la proposition de Jeremiah, est-ce que c'est normal qu'ils y croient? Est-ce qu'ils l'attendaient? Est-ce que, à part le rôle de... j'ai plus son nom maintenant, celui qui a un nom presque japonais, là. Futaki, là. Futaki. Futaki, voilà. Oui, Futaki, oui. Ça me pensait du japonais un peu. À part Futaki, qui est vraiment un peu... qui se laisse pas avoir quelque part là-dedans. Même s'il a pas beaucoup plus d'espoir que les autres, mais il est un peu plus méfiant. Et un peu plus intelligent. Je pense. Lui, il était un ancien maître d'école. Non, veilleur. Lui, il était mécanicien. Ah oui, c'est ça. Il y a le maître d'école qui se laisse embobiner complètement. Mais pour répondre à ta question, je pense que cette proposition, en fait, il serait prêt à gober n'importe quoi. Oui, parce qu'il y a tellement rien d'autre. Parce que et si je devais choisir un chapitre, c'est vraiment
Jérémy Iremias fait un discours. En fait, on voit toutes les ficelles qu'il est en train de tisser, parce qu'en fait, il retrouve la petite Echtike qui est morte, donc il utilise la ficelle de la culpabilité, puis de vous n'avez plus rien à perdre, et de fil en aiguille, ben voilà, tout le monde est dans ses rangs. Il tisse sa toile. Il tisse sa toile, évidemment, et c'est un fil rouge dans tout le... Encore une fois, Un fil. un fil rouge dans tout le film, mais ces gens ont juste besoin de se faire pousser comme du bétail, quoi, de se faire chasser parce qu'ils n'ont plus aucun espoir. D'ailleurs, il le dit, on a suivi son plan comme des moutons à un moment donné. Il dit cette phrase. Ouais. C'est ça. Il les amène dans une autre forme de ferme. Hein. C'est d'une ferme à l'autre, en fait, quelque part. Un peu, oui, hein. C'est ça. Et sauf que, voilà, lui, non seulement il va se faire de l'argent, mais surtout, il va documenter leurs faits et gestes pour la police. Et là, évidemment, on a le thème communiste, on a l'arrière-plan qui est vraiment important, parce qu'il y avait énormément de mouchards à l'époque communiste qui se faisaient embaucher, et dont des personnages vraiment de haut rang, notamment, je ne sais pas si tu connais l'auteur Peter Esterhazy. En fait, il a écrit un bouquin sur son père, voilà, mon père ce héros, entre guillemets. Et en fait, à la fin de sa vie, il s'est rendu compte que son père était un mouchard. Et il a écrit un autre livre là-dessus. Et imagine, quoi. Enfin, voilà, t'as quelqu'un que tu penses connaître sous toutes ses coutures, et du jour au lendemain, patatras. Ouais, bah c'est comme ces familles russes qui sont arrivées aux États-Unis il y a 30 ans, qui vivent une vie tout à fait normale et qui sont complètement sous cover depuis 30 ans, un peu des agents dormants comme ça. Il y a eu une vague d'arrestations il n'y a pas très longtemps, justement, sur une partie des noms. Non, mais les espions, il y en a partout, dans tous les sens, on ne sait pas. Peut-être, ça peut être toi, ça peut être moi, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu fais en Hongrie pour l'État belge, pour le BOE? Tu espionnes pour le BOE, c'est ça? Non, très très bien. J'ai des petites anecdotes, notamment le fait que la composition de la musique du film est composée par Mihaly Vig, qui est donc l'acteur qui joue Jeremiah, qui est aussi compositeur à ses heures perdues et qui du coup fait la musique du film. Et qui a collaboré avec Béla Tarr jusqu'à la fin, en fait. Petite anecdote aussi. Voilà. Allez. Béla Tarr, c'est très particulier parce qu'il a sorti son dernier film en 2011, c'est Le Cheval de Turin. Et il a dit qu'il avait fini. Il a dit qu'il avait fini. Ouais. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Drop the mic, tac, il est sorti. My job here is done. Voilà, et ça arrive très peu souvent. Ouais, tout à fait. Non, c'est vrai. Et il s'y tient, parce que 2011, il aurait pu. Tu sais, c'est un peu comme on dit, c'est la fin de Captain America, il ne reviendra jamais. avec un bon gros chèque, tout est possible aux États-Unis. Non, mais c'est vrai. Tic. Autre chose au niveau du script, hein, donc le réalisateur décrit qu'ils avaient vaguement un script et que c'était important, surtout pour que les producteurs mettent de l'argent, fallait pitcher le truc, mais qu'une fois qu'ils ont fait le tournage, ils ont quasi pas vraiment utilisé ce script. C'était énormément d'improvisation, énormément de feeling, d'énergie, etc. Et que ces longs plans, forcément, tu peux pas calibrer à ce point-là un film de 7h30 que en plan séquence, parfaitement maîtrisé. Enfin, il y a forcément, tu laisses de la liberté aux acteurs. Et d'ailleurs, pour la scène de danse dans le bar, apparemment, il y avait vraiment de l'alcool. Ils étaient vraiment un petit peu pétés dans cette scène de danse. Je me suis demandé, parce que je me suis dit, ils le font quand même très très bien, pendant très longtemps, quoi. Et non, effectivement, donc il y a ça. Ils sont repartis en repérage, trouver les endroits. Puis une fois qu'ils avaient les endroits, poum, sur les tournées. Ça a été long, évidemment, comme tournage, mais c'était pas... Voilà. On a parlé il n'y a pas longtemps d'un réalisateur qui s'appelle Noah Baumbach, dont chaque virgule est écrite, et si l'acteur ne fait pas pause à la virgule, il arrête la scène, il engueule l'acteur, il dit si j'ai écrit une virgule, c'est qu'il y a une raison. Enfin, tu vois, le gars est absolument dingue de script, genre chaque ligne a un sens. Là, on est sur l'opposé de ça, sur un spectre entre Baumbach et Béla Tarr. On est là, quoi, tu vois. Il y a eu plein de récompenses, hein, donc le prix Caligari à la Berlinale en 94, prix Écuménique à la Berlinale aussi en 94, prix de l'âge d'or en 94 aussi, et puis tu disais aussi maintenant le prix Nobel de littérature pour son auteur en 25, pour l'ensemble de son œuvre, je suppose, parce que l'auteur, est-ce qu'il a continué d'écrire? Oui. Lui plus, ouais. Il a écrit des bijoux, notamment un bouquin que j'ai lu il y a quelques années qui s'appelle Le Baron Wenkheim est de retour. Ça, je le conseille, parce que c'est vraiment... On a toujours ces personnages vraiment loufoques, dingues, pas à leur place, mais qui espèrent trouver un sens dans cette vie. Et surtout cet humour décapant, mais vraiment qui est là à chaque page. Et en fait, il était très peu connu en France. D'ailleurs,
la traductrice Joëlle Dufeuilly avait traduit le Tango de Satan 15 ans après sa publication originale. Donc, il est sorti en 2000 parce qu'il fallait trouver des éditeurs et tout ça. Il n'y avait pas de traduction française avant. Non. Ok. Et les éditeurs étaient un petit peu frileux. Et puis maintenant, on voit tout ce travail récompensé, quoi. Donc, message, allez jusqu'au bout de vos rêves. Bah oui, tu disais que maintenant dans les librairies de Paris, il y a un étal complet sur cet auteur. Mais quasi dans toutes les grandes librairies. C'est connu, quoi. Ouais, je reviens, j'étais à Paris la semaine passée, et maintenant, là pour tout vous dire, je viens de traduire un bouquin du hongrois de Gábor Zoltán qui s'appelle L'ivresse de la violence, qui va sortir en janvier. Et maintenant, la littérature hongroise a vraiment le vent en poupe grâce à Krasznahorkai et à la reconnaissance non seulement de son travail, mais des petites langues en général, qui apporte généralement quelque chose de vraiment qui est pas mainstream, qui apporte vraiment une fraîcheur dans le monde littéraire. Ouais. Totalement. Et très très bien. Écoute, est-ce que tu as encore des petites choses à dire sur le film? Sinon, on approche un petit peu de la fin de cet épisode. Oui, tout à fait. Écoute, je pense qu'on est bon. Si je pouvais juste lire la première phrase du roman pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, et pour rendre un petit peu hommage au travail de Krasznahorkai, parce que je pense que voilà, ça vaut vraiment la peine. Alors, un matin, à la fin du mois d'octobre, peu avant que les premières gouttes des longues et impitoyables pluies d'automne commencent à tomber sur le sol craquelé, à l'ouest de l'exploitation, et qu'une mer de boue putride rende les chemins vicinaux impraticables et la ville inaccessible jusqu'aux premières gelées, Futaki fut réveillé par le son des cloches. Voilà, tout est dit. C'est des phrases démesurées. D'ailleurs, il a écrit des romans, Krasznahorkai, qui ne font qu'une seule ligne. Voilà, il appelle ça qu'une seule phrase. Tu veux dire. Qu'une seule phrase. Il appelle ça des coulées de lave. Donc vraiment, où la seule ponctuation, c'est la virgule. Donc la musicalité hyper importante chez lui. Et voilà, tout a commencé. C'est intéressant que ça commence avec une cloche et que ça termine avec une cloche aussi. On voit un cercle, ce qui peut être un peu frustrant en termes de... Il n'y a pas vraiment de comment est-ce qu'on dit, le récit n'est pas vraiment résolu à la fin. C'est un peu le dernier acte nous donne en fait très peu de réponses, mais ne pas donner de réponse et y répondre. Oui, tout à fait. Surtout les scènes en extérieur, on a vraiment ce ciel gris, même si le film est en noir et blanc, on voit, on devine... C'est vrai qu'on l'a pas dit, c'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc. 7h19 en noir et blanc. Allez, et on croit. Mais c'est surtout voilà, les conditions climatiques qui ajoutent à ce sentiment oppressant et à ce sentiment de longueur. Parce que voilà, cette pluie qui ne s'arrête pas. De longueur et de langueur. De longueur et de langueur. Cette pluie qui ne s'arrête pas quasi du début à la fin. Est-ce que le film précise qu'on est en octobre? Parce que moi, je l'ai jamais su, ça, si tu l'avais pas dit du roman. De la première phrase du roman, notamment. Ouais. Est-ce que en octobre, en automne, c'est ça, le premier jour d'automne. En fait, et je crois que le film ne le dit pas, et c'est peut-être presque fait exprès, une espèce de purgatoire intemporel dont on voit bien que c'est une saison probablement automnale, début d'hiver, mais c'est pas précisé, j'ai l'impression, dans le film. Alors j'ai raté quelque chose. Je suis quasi sûr, c'est précisé à un endroit, et ça c'est fait exprès par Bellatar. J'ai dû cligner des yeux. C'est la première phrase du roman, c'est la dernière phrase du film. Oh là 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 là. C'est bien la preuve que c'est un cercle sans fin, un cercle et un tango endiablé. Tout à fait, endiablé, ouais. Un tango satanique, c'est tout à fait ça, ouais. Non mais très très bien, en tout cas, dites-nous si vous connaissiez l'existence de ce film Satan Tango, dont en fait on va parler énormément à partir de maintenant, puisqu'évidemment son auteur vient d'avoir le prix Nobel de littérature, c'est quand même pas une petite récompense, c'est quand même... la plus grande au niveau littéraire. Tu peux un petit peu bomber le torse quand tu as ça, donc je pense qu'on va entendre parler, et ça m'étonnerait pas que le film débarque sur certaines plateformes aussi, si des programmeurs nous écoutent, à mon avis, voilà, ce serait bien, parce que bon, moi je t'avoue que j'ai dû le trouver, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'était longtemps un film très difficile à trouver, qui s'échangeait sur VHS obscur, il y a eu un DVD qui est sorti, chaque fois approuvé par l'auteur, mais maintenant il y a eu une restauration 4K en 2020 qui a été réalisé par Carlotta Film aussi avec l'auteur. Carlotta, c'est vraiment une boîte qui travaille énormément, qui respecte énormément les matériaux de base et qui vraiment donne une cure de jouvence et au film et qui protège vraiment le patrimoine du cinéma. Mais c'est vrai qu'entre 2000 et 2020, c'était impossible de trouver ce truc et c'était vraiment devenu un film culte qui est considéré comme un des meilleurs films de tous les temps. Il faut bien quand même, c'est vrai qu'on aurait pu
le dire aussi. 100%. 100% de Rotten Tomatoes. Exactement. C'est ça. Mais du coup, dites-nous un petit peu, voilà, si vous avez vu ce film, si vous connaissez ce film, et puis si j'espère qu'il sera diffusé sur des plateformes très prochainement. Et puis, bah voilà, n'oubliez pas, hein, vous vous souvenez, si vous ne voulez rien rater des aventures de Ce n'est que du cinéma, vous devez foncer, vous abonner sur notre Instagram et TikTok. C'est là qu'on vous parle un petit peu de toutes les coulisses du podcast, qu'on organise même parfois des concours pour gagner des places de cinéma ou pour des festivals. Et puis, bah, évidemment, si ce podcast vous plaît, vous vous souvenez, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, de nous laisser un petit commentaire, ça nous donne un maximum de force pour vous proposer toujours plus de magie cinéma. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver, mon bon Thomas, avant de se dire au revoir? Je sais que tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Thomas de Basse, mais tu as rediffusé des choses récemment, peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Je compte m'y remettre parce que voilà, j'ai été pris par ma traduction de mon dernier roman qui vient de sortir. C'est une bonne excuse. C'est une bonne excuse, mais voilà, je devrais m'y remettre incessamment sous peu. C'est une chaîne où tu chantes en voix de baryton, de basse, vraiment, voilà, des covers. Exactement, des covers généralement Johnny Cash, Leonard Cohen, enfin voilà, que du bonheur. Ouais, et ma préférée de tous, You're a mean one, Mr. Grinch. Ça, c'est vraiment, elle me fume. Mais d'ailleurs, c'est la bonne saison pour la réécouter, donc Thomas de Basse. Bon, bah, très très bien, en tout cas, tu es le bienvenu quand tu veux dans ce podcast, et nous, on vous dit à ciao les auditeurs, les auditrices, passez de bonnes fêtes, et puis on se retrouve en janvier. Merci à tous, Sziasztok. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus, you're as charming as an eel, Mr. Grinch.